Rina Bazist, vous êtes journaliste et analyste, bonjour. Bonjour Victor Bokertov. Nous sommes aujourd'hui à 2 mois exactement des élections législatives israéliennes. Gadi Eisenkot semble être en tête dans plusieurs sondages, mais l'ensemble du bloc d'opposition resterait légèrement en deçà de la majorité absolue. Pourrait-on assister à la formation d'un gouvernement minoritaire ? Oui, c'est une possibilité, bien sûr. Bon, il faudra préciser que le camp d'Eisenkot, le camp d'opposition, n'a pas la majorité absolue parce que la plupart de ses leaders, si on parle d'Eisenkot, mais aussi de Naftali Bennett et de Yair Lapid, ont dit qu'ils ne vont pas inclure dans leur future coalition les partis arabes. Si on compte avec les partis arabes, là, l'opposition a largement une majorité. Donc, c'est ça, finalement, la question est de base. On peut s'imaginer une situation où, par exemple, les jours avant les élections, on arrive à un camp qui a 58 ou 59 sièges. Il faudra 61 pour mettre en place une majorité solide. Et là, Eisenkot pourra dire au président Herzog, écoutez, monsieur, je n'ai pas une majorité absolue, mais il est très probable que les partis arabes vont nous soutenir de l'extérieur. De toute façon, M. Netanyahou n'a pas la majorité, donc donnez-moi la chance de mettre en place un gouvernement. Ça, c'est une possibilité. C'était passé déjà une ou deux fois en Israël. Après, il y a aussi une autre possibilité. Il y a la possibilité que Eisenkot ne va pas évoquer cette question, qu'il ne va pas entrer qu'il souhaiterait pas entrer dans une situation où il sera soutenu même de l'extérieur par les partis arabes. Et là, s'il n'a pas une majorité, peut-être on aura une deuxième campagne d'élection. Alors justement, c'est toute la stratégie de Benjamin Netanyahou qui martèle que Gadi Eisenkot ne pourra former aucun gouvernement sans les partis arabes. Une potentielle alliance du bloc de l'opposition avec le parti RAM, par exemple, elle aurait du mal à être acceptée par l'opinion israélienne ? Oui, elle aura mal à être acceptée, ça c'est clair. Et là, on s'attend en fait probablement samedi soir qu'il y aura une annonce de la part justement des partis RAM, disons que Yoav Saglovitch, un politicien qui était auparavant un député pour justement Yesh Atid de Yair Lapid, qu'il va se joindre à cette partie arabe, peut-être donnant une autre couleur à cette formation politique. Est-ce que ça va résoudre les problèmes, entre guillemets ? Et ce n'est pas du tout sûr. On a encore 2 mois, beaucoup peut se passer en Israël. Mais la campagne de M. Netanyahou contre une telle composition d'une future coalition est double parce que d'un côté, il délégitimise les partis arabes. Il dit c'est pas possible, vous pouvez pas mettre en place une majorité avec eux. Et il faut dire qu'il y a presque une majorité parmi les électeurs israéliens qui pensent pareil, malheureusement. Mais le Likoud fait aussi campagne contre Yair Golan, qui est le chef du parti démocrate. Mettons les deux dans le même panier, si vous voulez, et avec plusieurs vidéos qui étaient diffusées ces derniers 2-3 jours. Gadi Eisenkot va mettre en place un gouvernement de gauche avec Yair Golan et les partis arabes, comme si c'est la fin du monde. Justement, l'ancien général de Tsahal, Ofer Winter, a officiellement lancé son nouveau parti de droite, Amecha Israël. Il dévoile une liste mêlant figures de la société civile, des familles endeuillées et des personnalités engagées dans la défense d'Israël. Benjamin Netanyahou l'accuse de disperser les voix de la droite. Que pouvez-vous nous dire de cette nouvelle formation politique et des craintes potentielles du Premier ministre israélien ? En fait, ce que Netanyahou craint, c'est que la partie de Ofer Winter va en fait voler, si vous voulez, les votes du parti religieux sioniste, le parti de Bezalel Smotrich. Et il craint qu'il arrivera à une situation où les deux partis, chacun aura pas mal de soutien, mais pas assez pour entrer dans la Knesset. Parce que pour entrer dans la Knesset, il faudra au moins 4 sièges. S'il arrive le jour J avec 2 partis de droite
qui n'arrivent pas justement à avoir ces 4 sièges, il y aura énormément de votes en fait qui seront gaspillés. C'est ça la grande crainte de Netanyahu. C'est pour ça qu'il appelle à ces petits partis nouveaux et pas nouveaux dans la droite de se réunir, de courir ensemble. Et pour l'instant, c'est pas du tout sur la table si on demande Ofer Winter. D'ailleurs, il y avait des sondages qui lui donnaient 5 et même 6 sièges de Knesset. Donc lui, il n'est pas du tout motivé de se réunir avec Bezalel Smotrich. Et au contraire, il pose une alternative pour tous ces cons nationalistes religieuses qui peut-être fait moins confiance à Smotrich parce que Smotrich faisait partie du gouvernement le 7 octobre. Smotrich qui n'était pas très clair sur la question et aussi des exemptions des ultra-orthodoxes des services militaires. Ofer Winter, il vient de l'armée, il a une voix peut-être plus claire pour eux, donc un vrai défi. Bien sûr. Revenons maintenant sur cet incident qui s'est déroulé ce mardi. Le député Tzvi Sukkot a détruit au marteau un monument d'un village palestinien qu'il présentait comme glorifiant des terroristes. L'action n'était pas autorisée par Tsahal, qui affirme que le député a trompé l'armée. Cette action, est-ce un acte politique calculé et quel effet peut-il avoir concrètement sur la campagne électorale ? Bon, d'abord, sûrement, c'était calculé. On voit bien sur les vidéos diffusées de cette action, il est arrivé dans une voiture, ils étaient en fait un petit groupe, des activistes, qui venaient non avec un marteau, mais avec 2 marteaux. Et on voit au début, il y a une tentative de casser le monument avec un marteau, ça ne marche pas. Il y a un autre qui arrive avec le deuxième. Donc là, bien sûr, tout était calculé d'avance et filmé justement pour être utilisé politiquement après. Ce qui est extrêmement dérangeant, c'est certes, d'un côté, Tsahal dit il n'était pas du tout autorisé, on condamne ça heurte même les efforts de Tsahal, parce qu'il faut déployer beaucoup de personnes avec toute cette violence des colons. Il faut déployer énormément de personnes pour les protéger. Or, l'armée israélienne a assez de défis, si c'est en Cisjordanie ou ailleurs, qui s'occuper de ça. Ça, c'est d'un côté. Mais ce qui est dérangeant, c'est que dans ces mêmes vidéos qu'on a mentionnées, on voit en fait un soldat israélien en train de... Voilà, il est là, il regarde, il ne fait pas grand-chose, il ne réagit pas à ce qu'il voit. Donc, il y a un énorme point d'interrogation sur, ça me fait la peine de dire, mais la sincérité de Tsahal sur cette affaire. Rina Bassist, une étude publiée par l'Institut israélien de la démocratie révèle que 70% des Israéliens pensent que l'intégrité des élections est menacée, contre 25% avant le scrutin de 2022. Comment expliquez-vous cette nouvelle défiance de la part de l'opinion israélienne ? Et bon, ces craintes c'est pas nouveau, je veux dire, mais c'était sûrement accentué d'abord par la rhétorique extrêmement agressive qu'on a vue ces derniers mois et même des confrontations, par exemple, parmi des activistes de droite et des manifestants de gauche, avec une police qui est souvent accusée à ne pas faire assez justement pour protéger les manifestants. Et donc, le sentiment est là et les craintes que, par exemple, le jour des élections, on pourra s'imaginer qu'il y aura des incidents, des conflits violents dans l'environ du bureau de vote et même qu'il y aura des problèmes qu'on compte les votes. Et j'étais en Israël il y a justement quelques jours. J'ai rencontré, il y a un groupe israélien qui s'appelle Hamal Élections, qui s'occupe exactement de ça, avec des milliers et des milliers de volontaires. Il y a des centaines qui travaillent déjà depuis quelques semaines pour essayer d'identifier sur les réseaux des appels justement à perturber la campagne électorale et les élections. Et des milliers de personnes, cette organisation espère arriver à 100 000, des gens qui sont employés le 27 octobre un peu partout dans le pays pour essayer d'empêcher au moins alerter les autorités au cas de perturbations. Israël a fait la découverte cette semaine de l'épave du cargo Altalena coulé lors d'un affrontement en 1948 entre l'armée israélienne naissante et l'Irgun, ce qui constitue l'un des événements fondateurs de l'État d'Israël. Quelle est la signification de cette découverte et en quoi a-t-elle été la cible de plusieurs récupérations politiques ? Et justement, on est dans une campagne électorale. Et certes,
cette tentative de localiser Altalena, bon, pour l'instant, on dirait qu'elle n'est pas récupérable, mais au moins la localiser, ça a commencé il y a 2-3 ans avec un budget qui a été mis en place par les ministres Amichai Eliyahu. Et donc, ça date avant qu'on avait la date des élections. Mais quand même, là, on voit c'est très clairement un récupérage politique parce que c'est l'extrême droite qui, justement, si c'est Eliyahu Itamar Ben-Gvir qui annonçait, il était la première à annoncer cette nouvelle. Or, on ne peut pas dire que ce sont les héritiers idéologiques, historiques des Irgun qui étaient quand même sous le commandement de Menachem Begin, qui a fondé après le parti Likoud. Et donc la récupération politique, essayons aussi d'écrire une autre narrative, une narrative historique qui ne correspond peut-être pas à ce qui s'est passé à 48-49, faisant oublier le fait que les gens d'Irgun, apparemment, on a insisté à ne pas justement s'intégrer de façon globale au Tzahal, mais on fait venir des armes pour leur propre utilisation. Maintenant, la version qui est avancée par ces partis de droite et aussi par le Likoud est très différente. Cette campagne électorale, elle se déroule évidemment alors qu'Israël reste en alerte élevée face à une potentielle reprise des combats face à l'Iran. Tout de même, cela fait plus de 2 mois que les échanges de frappes avec la République islamique ont cessé et que les attaques du Hezbollah ont diminué. La société israélienne a-t-elle pu reprendre son souffle en cette fin d'été ? Quand on est en Israël, oui, les gens sont dans les cafés, les gens se promènent, les gens sont à la plage, mais il y a quand même en même temps énormément de gens qui font leur service militaire, qui ont déjà fait ces dernières 3 ans, 100 jours, 200 jours, 300 jours, et ça continue, ça ne s'est pas arrêté. Parce que les menaces, certes, ça s'est calmé un peu, il n'y a pas de tirs côté Téhéran, mais Israël se prépare au cas où ça va reprendre. Si on ajoute de ça les tensions, on a parlé tout à l'heure, Cisjordanie, il y a bien sûr les tensions aussi au Liban et à Gaza. Les Israéliens et les jeunes hommes et femmes israéliens sont extrêmement mobilisés et ça a un coût extrêmement grave sur l'économie, il ne faut pas l'oublier. Alors justement, il y a 10 jours, Jared Kushner était en Israël pour rencontrer Benjamin Netanyahou. Les 2 hommes ont envisagé une supervision américaine du désarmement du Hamas, dont le groupe terroriste a accepté le principe. Le désarmement a-t-il pour autant commencé ? Bon, si on on écoute plutôt Nikolai Mladenov hier, il a briefé le Conseil de sécurité de l'ONU. Il était très pessimiste. D'un côté, on a bien vu ces dernières, 6-7 jours, Hamas en train de reprendre ce qu'en Israël on appelle le terrorisme de cerf-volant. Ça inquiète énormément Tzahal, mais de l'autre côté, il y a aussi Tzahal qui continue à frapper avec des assassinats ciblés de commandement de Hamas et surtout, bien sûr, des terroristes responsables de ce qui s'est passé le 7 octobre. Qu'est-ce qu'il dit, le chef de ce conseil de paix pour Gaza ? Il dit qu'Israël doit arrêter ça parce que ces opérations, ce ciblage de commandement de Hamas, ce ciblage de dépôt des armes, ce sont des actions qui restent tactiques. Ce n'est pas une grande stratégie qui va justement pousser Hamas à désarmer, c'est juste quelque chose qui entretient la guerre. Si vraiment Israël veut que le Conseil de paix avance, il faudra qu'Israël cesse avec ses opérations à Gaza. Rina Bassist, dimanche dernier, une délégation israélienne conduite par le chef du Mossad et le ministre des Affaires étrangères syrien se sont rencontrés en Jordanie sous médiation américaine quelques jours avant les frappes israéliennes sur une base aérienne syrienne. Concrètement, où en sont les relations entre Israël et la Syrie ? Les relations sont compliquées. La Syrie, bien sûr, n'a pas vu de bon œil la frappe israélienne sur les bases dans le nord de leur pays. Et ils ont fait clairement savoir ça, des messages à Israël, mais aussi des messages à Washington. Et je crois que le message est quand même assez bien passé parce que là, on voit une volonté Israël de peut-être apaiser les tensions.
Côté israélien, il y a plusieurs responsables qui briefent la presse, disant, ça y est, l'opération a plus ou moins stoppé cette tentative turque de s'installer dans le nord du pays. Et comme on a plus ou moins arrêté ces tentatives, là, on peut peut-être reprendre les contacts avec les Syriens. On n'est pas encore dans la situation où vraiment les négociations avec Damas pour un accord sécuritaire, ça n'a pas encore repris de façon officielle. Mais on peut espérer que si vraiment il y a une volonté israélienne maintenant de baisser les tensions, on va aller dans cette direction. Évoquons maintenant la situation au Liban. Les prochaines négociations sont prévues début septembre à Rome. Le dernier cycle de discussion au début du mois n'a pas donné lieu à un accord. Quelles sont les perspectives selon vous de ces nouvelles concertations ? Il y a beaucoup de questions qui sont encore sur la table. On a vu un début justement avec deux projets pilotes où l'armée israélienne s'est retirée partiellement au moins de deux villages dans le sud du pays, avec l'armée libanaise en train sur ces terrains. Et maintenant, la question la plus brûlante sur le terrain est celle de la région de Al Taher, où Israël soupçonne, Israël estime qu'il y a des dizaines de militants de Hezbollah cachés dans une grande réseau de tunnels souterrains. Il y avait déjà quelques frappes israéliennes, mais pas encore la grande frappe. Israël attend peut-être ces négociations début septembre pour se décider est-ce que Tsahal va s'élancer pour détruire les réseaux et tuer les dizaines de militants qui restent encore sur place, ou laissant, comme il y a maintenant une proposition côté Beyrouth, laissant l'armée libanaise à s'en occuper. Donc ça, c'est déjà une question extrêmement pratique, extrêmement ponctuelle, qui sera sûrement discutée à Rome. Et après, de façon plus large, est-ce qu'Israël acceptera d'élargir ce projet pilote de deux villages, à élargir à d'autres points? C'est comme ça qu'on pourra avancer. Et on va de façon parallèle, et sûrement, en vue de cette discussion, la question de la FNUL qui réapparaît. Il y a une décision, vous savez, de terminer le mandat des FNUL. Le FNUL va rester sur place jusqu'à la fin de l'année. Après, il faudra que tous les soldats s'en aillent. Et l'Italie avance une initiative à recréer une FNUL 2. Israël n'est pas très chaud pour ça. Disons que si ça sera la même chose, une force internationale qui ne sera pas mandatée à combattre vraiment Hezbollah, à être capable d'entrer dans des conflits même armés avec Hezbollah, c'est pas la peine. On va voir comment ça va évoluer. Merci beaucoup, Rina Bassiste, journaliste et analyste. C'était un plaisir de vous retrouver en cette veille de rentrée.